Win until you win. La discipline de se concentrer uniquement sur sa propre croissance. Partie 1. Le signal d'alerte. Arrête de vivre pour les autres, ou qu'inclus. Arrête de vivre pour les autres et commence à gagner pour toi-même. Cette simple phrase ouvre la porte vers une existence entièrement nouvelle. Mais la majorité des gens ne la franchit jamais. Dès l'enfance, nous apprenons à évaluer notre valeur à travers le regard des autres parents, enseignants, camarades, inconnus, puis la société elle-même. Nous devenons habiles à nous adapter, à nous modeler et à jouer des rôles qui correspondent aux attentes extérieures, même lorsque ces attentes n'ont aucun lien avec ce que nous voulons réellement. Progressivement, presque imperceptiblement, nous sacrifions nos propres rêves au profit d'une vie centrée sur la performance plutôt que sur l'épanouissement. C'est ainsi que beaucoup se réveillent chaque jour déjà épuisés. Leur énergie a été dispersée par la quête de validation, la peur du jugement, ou la volonté de répondre à des demandes qui ne leur appartiennent pas. Leur esprit se charge de préoccupations qui ne reflètent ni leurs priorités ni leurs aspirations. Ce mode de vie engendre une lourdeur constante, une sensation d'être en décalage avec soi-même, comme si l'on marchait avec un poids que l'on n'a jamais choisi de porter. Vivre pour les autres construit une prison invisible. Tu finis par suivre des routines que tu n'as pas choisies, poursuivre des objectifs qui ne viennent pas de toi, et ajuster ton comportement pour maintenir une image acceptable. Pendant ce temps, tes propres ambitions restent en sommeil, enfouies sous des couches de doute, d'hésitation et de conditionnements sociaux. La vérité est pourtant simple. Tu ne peux pas grandir en te trahissant. Tu ne peux pas t'élever en te diminuant pour correspondre à des attentes extérieures. Cette partie de l'audiobook existe pour confronter le mensonge selon lequel ta valeur dépend de l'approbation d'autrui. Lorsque tu t'attaches trop aux opinions extérieures, ta boussole intérieure perd sa précision. Tu deviens réactif plutôt qu'intentionnel, passif plutôt qu'acteur de ta vie. Tu continues d'avancer, oui, mais sans direction claire. Et une vie sans direction s'épuise au lieu de s'accomplir. Le réveil commence lorsque tu réalises que personne d'autre ne peut construire ta vie à ta place. Ni ta famille, ni tes amis, ni ton environnement. Toi seul ressens les conséquences de tes choix. Toi seul vis les résultats de tes actions ou de tes non-actions. Lorsque cette vérité devient impossible à ignorer, quelque chose change en toi. Tu comprends que chaque minute consacrée à satisfaire les attentes des autres est une minute retirée à ton propre potentiel. Vivre pour toi-même ne signifie pas rejeter les autres, mais te récupérer avant de te donner au monde. Cela signifie reconnaître que ton attention est ton ressource la plus précieuse, et que la manière dont tu la dépenses façonne la personne que tu deviens. Lorsque tu cesses de vivre pour les autres, une clarté nouvelle apparaît. Tu redécouvres ce qui compte vraiment pour toi, tes objectifs, ton progrès, ta mission personnelle. La transformation commence souvent par une question simple mais puissante. À quoi ressemblerait ma vie si j'arrêtais de performer et que je commençais à devenir ? Cette question fissure les anciennes croyances. À travers cette fissure, l'honnêteté entre. Tu identifies les moments où tu t'es abandonné, où tu as accepté des rôles qui n'étaient pas les tiens, où tu as tu ta propre voix pour éviter le conflit ou le jugement. À partir de là, la route devient personnelle. Tu n'agis plus pour obtenir l'approbation, mais pour honorer ton évolution. Tu choisis des habitudes qui te renforcent, des décisions qui t'élèvent, des actions qui reflètent la personne que tu es en train de devenir. Tu ne vis plus selon un script écrit par d'autres, tu reprends la plume. Ce chapitre est ton signal d'alarme. Ton invitation à revenir vers toi. Ton rappel que ta croissance commence le jour où tu choisis d'arrêter de vivre pour les autres. Et de commencer à gagner pour toi-même. Partie 2. Le coût caché de la quête d'approbation. La recherche d'approbation est l'une des habitudes les plus coûteuses qu'une personne puisse développer, mais elle se dissimule si bien que la plupart n'en perçoivent les dégâts que beaucoup plus tard. L'approbation paraît inoffensive à première vue. Un sourire, un signe d'acceptation, une parole rassurante, tous ces gestes donnent momentanément l'impression d'être reconnus. Pourtant, le prix à long terme de construire son identité autour de l'opinion d'autrui dépasse largement le réconfort passager que cela procure. Lorsque tes décisions dépendent de la validation extérieure, ta propre voix s'affaiblit. Tu commences à douter de toi, à te demander si tes objectifs sont légitimes, si tes rêves sont réalisables, ou si tes actions satisferont les attentes de ceux qui ne comprennent peut-être même pas ton parcours. Ce doute constant érode ta confiance. Il limite ton audace, freine ton innovation et t'empêche de poursuivre des idées qui demandent du courage. Vivre pour l'approbation devient une fuite silencieuse de ton énergie mentale. Tu passes des heures à imaginer comment les autres pourraient interpréter tes choix. Tu modifies ton comportement pour éviter les critiques. Tu retardes des décisions par peur de décevoir.
Cette négociation intérieure permanente consomme la concentration que tu pourrais investir dans ton avenir. Au lieu de créer de l'élan, tu crées de l'anxiété. Au lieu d'avancer, tu te paralyses. Le coût émotionnel est encore plus lourd. Lorsque ta valeur dépend de la réaction des autres, ton estime devient instable, soumise à des critères changeants que tu ne pourras jamais pleinement satisfaire. Un jour tu te sens accepté, le lendemain invisible. Tes émotions montent et descendent selon l'approbation ou le silence d'autrui. Cette instabilité fragilise ta capacité à te faire confiance. Tu finis par croire que ton évolution doit être justifiée, expliquée ou approuvée par des personnes qui ne vivent ni tes responsabilités ni tes ambitions. Puis vient le prix du temps, la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Les heures passées à satisfaire les autres sont des heures qui ne reviendront jamais. Tu t'investis dans des obligations qui ne contribuent pas à ton propre développement. Tu acceptes des engagements qui te vident plutôt que de te nourrir. Tes journées semblent remplies, mais ton cœur est vide. Tu restes occupé, oui, mais pas productif. Tu joues des rôles qui entretiennent une image plutôt que de construire une réalité. Cependant, la perte la plus profonde vient des opportunités que tu n'oses jamais poursuivre. Lorsque ta vie tourne autour de l'approbation, tu évites instinctivement les chemins qui exposeraient tes imperfections. Ironiquement, ce sont souvent ces chemins-là qui mènent à la croissance. Un rêve non poursuivi n'est pas simplement un projet abandonné, c'est une partie de ton potentiel qui n'a jamais eu la chance de s'exprimer. Avec le temps, ce potentiel inexprimé se transforme en regret. Pour briser ce cycle, il faut d'abord ouvrir les yeux. Tu dois reconnaître la différence entre vivre avec intégrité et vivre pour plaire. L'intégrité signifie agir en accord avec ta vérité. L'approbation signifie agir selon la préférence d'un autre. L'une te renforce, l'autre t'affaiblit. L'une construit ton avenir, l'autre entretient une illusion. Quand tu comprends les coups cachés, tu commences à questionner le schéma au lieu de lui obéir. Tu identifies où tu te compromets trop facilement, où tu fais taire ton intuition, où tu te rétrécis pour éviter le mécontentement. Ces moments deviennent révélateurs. Ils montrent à quel point tu as sacrifié ton énergie vitale. Le vrai changement survient lorsque tu acceptes que l'approbation est une cible mouvante, tu peux la poursuivre toute ta vie et te sentir toujours incomplet. La stabilité réelle naît lorsque tes actions s'alignent sur ta propre vision. Quand tu choisis ta direction intérieure, les opinions extérieures perdent leur pouvoir. Tu ne t'effondres plus sous la critique, ni ne dépends des compliments pour avancer. Tu deviens solide, centré, autonome. Cette partie t'invite à calculer le véritable coût de la quête d'approbation. Non pas en argent, mais en identité, en liberté, en temps et en bien-être émotionnel. Une fois que tu vois tout ce que tu as laissé échapper, tu peux commencer à le récupérer. Et en réclamant cette énergie, tu peux enfin la rediriger vers ce qui en vaut vraiment la peine. Ton évolution. Partie 3. Reconstruire son identité autour de ses propres objectifs. À un moment donné, chacun traverse une période où l'identité qu'il porte ne lui ressemble plus. Cela peut apparaître doucement, au détour d'un instant de lucidité, ou brutalement, à travers une crise qui vient tout remettre en question. Mais la conclusion reste la même. Une grande partie de ce que tu croyais être a été façonné par les attentes, les habitudes sociales et les rôles que tu as acceptés sans vérifier s'ils correspondaient à ta véritable direction. Cette phase de ton parcours consiste à récupérer cette direction en reconstruisant ton identité de l'intérieur. Ton identité n'est pas qu'un assemblage d'habitudes ou d'étiquettes, c'est l'architecture intérieure qui influence chacune de tes décisions. Quand cette structure repose sur les objectifs des autres, tes actions perdent de leur intensité. Tu travailles, oui, mais sans véritable engagement émotionnel. Tu avances, mais sans intention. Tu existes dans une vie qui semble fonctionner, mais qui ne résonne pas avec ce que tu veux devenir. Pour reconstruire ton identité, tu dois commencer par enlever les couches qui ne te représentent plus. Le processus commence par la clarté. Tu dois te poser des questions que beaucoup préfèrent éviter. Qu'est-ce que je veux réellement créer? Quelles valeurs définissent la personne que je souhaite devenir? Quel type de vie me permettrait de me sentir accompli, indépendamment des opinions extérieures? Ces questions sont inconfortables parce qu'elles demandent d'admettre que certaines parties de ta vie sont construites sur des illusions, des habitudes ou des compromis. Mais sans cette honnêteté intérieure, aucune transformation profonde ne peut avoir lieu. En redécouvrant tes propres objectifs, quelque chose de puissant se produit. Ta boussole intérieure se renforce. Tu n'as plus besoin de l'approbation des autres pour valider ta direction. Ta motivation ne dépend plus de leur réaction. Tu commences à bâtir un sens du but qui vient de l'alignement, pas de la performance. Chaque objectif devient alors une déclaration d'identité,
et non un moyen d'impressionner ou de rassurer. Reconstruire son identité exige également une prise de distance intentionnelle face au bruit extérieur. Cela ne signifie pas t'isoler, mais distinguer ta voix de celles qui ont autrefois orienté tes choix. Lorsque ton identité devient autodéfinie, les opinions extérieures cessent d'être des ordres et deviennent de simples informations. Tu peux les entendre sans t'y soumettre. Tu retrouves une liberté mentale qui ouvre un espace où tes idées, tes intuitions et ta sagesse intérieure peuvent enfin respirer. Mais l'identité ne se reconstruit pas uniquement par la réflexion, elle se construit par l'action. Tu ne peux pas penser ta nouvelle version, tu dois l'incarner. Chaque décision devient un vote pour la personne que tu souhaites être. Chaque habitude que tu mets en place renforce cette nouvelle identité. Chaque distraction refusée protège ton évolution. Ces micro-choix cumulés sculptent une vie alignée avec tes véritables priorités. L'un des moments les plus libérateurs survient lorsque tu réalises que ton identité n'est pas figée. Tu as le droit de changer. Tu as le droit de t'éloigner d'anciens rêves qui ne te représentent plus. Tu as le droit de t'étendre au-delà des limites que tu t'étais imposées. Beaucoup se sentent coupables d'évoluer, comme si grandir signifiait trahir une version précédente d'eux-mêmes. En réalité, la croissance n'est pas trahison, elle est maturation. La personne que tu étais hier t'a permis de devenir celle que tu es aujourd'hui, mais elle n'est pas obligée de te retenir. Plus ton identité s'aligne avec tes objectifs authentiques, plus la discipline devient naturelle. Tu ne forces plus des routines, tu les exprimes. Tu ne poursuis plus des objectifs, tu les incarnes. Tes choix deviennent cohérents. Tes actions gagnent en intention. Ta vie devient un reflet, non des attentes des autres, mais de ta vérité intérieure. Reconstruire ton identité n'est pas inventer un nouveau personnage. C'est enlever toutes les couches qui t'ont éloigné de ta véritable nature. C'est redécouvrir la force qui naît de l'authenticité, la clarté qui découle de l'alignement, et la puissance qui se manifeste lorsque tes objectifs deviennent le prolongement de qui tu es réellement. Ce chapitre marque une transition essentielle. Tu n'es plus en train de te demander si tu dois vivre pour toi, tu apprends maintenant comment le faire. Et la prochaine étape est de découvrir la force qui soutient tout changement durable. Un pourquoi profondément personnel. C'est ce que nous explorons dans la partie suivante. Partie 4. Trouver ton pourquoi puissant. Toute transformation véritable commence par une force suffisamment solide pour la soutenir, et cette force, c'est ton pourquoi. Sans lui, la discipline ressemble à une contrainte, les progrès paraissent aléatoires, et les objectifs à long terme perdent leur intensité dès la première difficulté. Un pourquoi puissant n'est pas simplement une source de motivation, c'est l'encre émotionnelle qui te maintient centré quand le monde devient bruyant, incertain ou exigeant. C'est le moteur silencieux derrière chaque choix qui te rapproche de la personne que tu veux devenir. Beaucoup tentent de créer de nouvelles habitudes sans d'abord définir une raison profonde qui les soutienne. Ils fixent des objectifs parce que les autres s'y attendent, parce que cela paraît impressionnant ou parce que cela correspond aux normes de leur environnement. Mais un objectif dépourvu de sens intérieur s'écroule facilement. Il manque de cohérence émotionnelle. Il ne survit pas à l'inconfort, aux critiques ou aux revers. Lorsque ton « pourquoi » est extérieur, tu empruntes une force qui disparaît dès que les circonstances changent. Pour découvrir un « pourquoi » puissant, tu dois explorer les profondeurs de tes désirs. Les raisons superficielles n'ont pas assez de poids pour soutenir une transformation durable. Tu peux dire que tu veux réussir davantage, adopter de meilleures habitudes ou renforcer ta discipline, mais la vraie question est « pourquoi cela compte-t-il pour toi, personnellement ? Qu'est-ce que cela changerait dans ta vie ? Quelle possibilité deviendrait accessible une fois cet objectif atteint ? Quelle vérité émotionnelle se cache derrière ce désir ? Ton « pourquoi » émerge de l'honnêteté. Il naît lorsque tu identifies ce que tu ne veux plus accepter, ce que tu refuses de répéter et ce que tu veux profondément expérimenter. Il peut provenir d'une douleur, d'une ambition, d'une frustration, d'un espoir ou d'un mélange de tout cela. Il n'existe pas de source parfaite, seule la sincérité compte. Un « pourquoi » puissant ne se contente pas de se dire, il se ressent. Il fait écho dans ton esprit et dans ton corps. Il renforce ta détermination dans les moments de doute. Lorsque les autres remettent en question tes choix, c'est ton « pourquoi » qui parle pour toi. Lorsque le progrès ralentit, il te rappelle la direction que tu construis. Il devient la base de ton identité, le cadre de ta discipline et l'encre émotionnelle de ta résilience. Pour le trouver, observe ce qui te vide et ce qui te nourrit. Note les situations où tu te sens diminué et celles où tu te sens expansif. Réfléchis au schéma du passé que tu refuses de perpétuer. Demande-toi quel genre de vie te ferait sentir pleinement vivant.
Tes réponses traceront la silhouette de ton « pourquoi ». Ton « pourquoi » devient irrésistible lorsqu'il se transforme d'un désir en une nécessité. Le jour où tu décides que la vie que tu veux n'est plus une option mais un impératif, ton esprit se réorganise autour de cette vérité. Tu cesses de négocier avec tes excuses. Tu cesses d'attendre les conditions parfaites. Tu commences à agir en tant que personne déterminée, non en tant que personne qui essaie. La nuance est subtile, mais elle change tout. Lorsque ton « pourquoi » est clair, tes habitudes évoluent naturellement. Tu n'as plus besoin de te forcer à être productif. Tu deviens productif par cohérence avec ton identité. Tu ne poursuis plus tes objectifs, tu les incarnes. Tes choix deviennent plus précis. Ta concentration se renforce. Tu dépenses moins d'énergie à justifier ta direction, car ton « pourquoi » crée un environnement intérieur stable. Un « pourquoi » défini te protège également des distractions. Quand tu sais ce que tu construis, tu arrêtes de mesurer ta progression à l'aune des autres. Tu cesses de vivre selon leurs attentes, leur rythme ou leur réussite. Le bruit extérieur perd toute autorité, car ta direction devient auto-validée. Cette liberté accélère ta croissance. Tu commences à mesurer le succès non par la perception d'autrui, mais par ton alignement intérieur. Ton « pourquoi » est personnel, évolutif et unique. Il n'a pas besoin d'être approuvé. Il n'a pas besoin d'être impressionnant. Il doit seulement être assez vrai pour te maintenir en mouvement. Une fois découvert, ta discipline devient plus légère, ton progrès plus intentionnel et ton identité s'accorde avec la vie que tu choisis consciemment. Ce chapitre marque un tournant essentiel. Tu as reconstruit ton identité, tu as découvert ton sens profond. Maintenant, il est temps de transformer ce sens en action en créant un espace sacré dédié à ta croissance, le thème de la partie suivante. Partie 5. Créer un temps sacré pour toi. Une fois que tu as découvert un « pourquoi » puissant, le défi suivant consiste à protéger l'espace dans lequel ta croissance peut réellement prendre forme. Sans un temps dédié, même le but le plus fort finit par se diluer dans le bruit du quotidien. La croissance exige de l'intention, et l'intention exige un moment sacré, réservé exclusivement à ton évolution personnelle. Ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité. C'est la base sur laquelle ta discipline, ta clarté et ton identité vont se construire. La plupart des gens pensent manquer de temps. En réalité, ils manquent surtout de propriété sur leur temps. Leurs heures sont dispersées dans des obligations, des distractions et des habitudes qui procurent du confort mais pas de progrès. Les journées semblent remplies, mais rarement productives. Quand tu vis ainsi, tes objectifs restent des idées lointaines plutôt que des engagements actifs. Voilà pourquoi instaurer un temps sacré devient si transformateur. Cela interrompt l'autopilote et redirige ton énergie vers ton évolution. Le temps sacré n'est pas un simple moment libre, c'est un moment intentionnel. C'est un espace protégé durant lequel tu te consacres uniquement à des actions alignées avec ton développement. Il peut s'agir d'un audit day, d'une heure quotidienne de concentration profonde, ou de plusieurs blocs organisés dans ta semaine. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est la cohérence et surtout l'identité derrière ce rituel. Lorsque tu réserves du temps pour ton évolution, tu envoies un message puissant à ton esprit. Ma croissance n'est pas négociable. Durant ce temps, tu n'es pas disponible pour les distractions, les attentes des autres ou les obligations non essentielles. Tu te déconnectes du bruit pour te reconnecter à ta direction. Tu examines tes objectifs, tu évalues ton progrès, tu ajustes ta stratégie et tu renforces ta discipline. Ces moments deviennent un sanctuaire où la clarté se développe et où la confiance en toi s'ancre profondément. Tu comprends alors que la transformation ne naît pas de la force brute mais du rythme, un rythme que tu crées et que tu protèges. Créer un temps sacré révèle également tes véritables priorités. Si tu repousses constamment tes moments personnels, c'est le signe que tu as vécu de manière réactive, poussé par les demandes extérieures. Mais lorsque tu t'engages dans un planning qui te place au centre, tu reprends l'autorité sur ta vie. Tu commences à agir avec intention plutôt qu'à réagir. Tu cesses de subir tes journées pour commencer à les orchestrer. La force du temps sacré réside dans son effet cumulatif. Une heure de concentration aujourd'hui peut sembler insignifiante, mais répétée chaque jour, elle devient un levier de transformation colossale. Tu deviens la personne qui honore ses engagements, qui se montre pour elle-même, qui considère sa croissance comme une priorité réelle. Cette identité renouvelée se reflète ensuite dans ta confiance, ta discipline et ta capacité à prendre des décisions alignées avec ton objectif. Protéger ce temps nécessite toutefois des limites claires. Tu dois apprendre à dire non, non aux interruptions, non aux distractions, non aux obligations qui n'alimentent pas ta direction. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est du respect de soi.
Les limites ne sont pas des murs qui isolent, mais des filtres qui préservent ce qui compte vraiment. Lorsque tu respectes ton temps, les autres apprennent à le respecter aussi. Le temps sacré nourrit également la stabilité mentale. Dans un monde saturé de stimulation, la capacité de penser profondément est devenue rare, mais elle est essentielle pour progresser. En t'offrant un espace sans interruption, tu permets à ton esprit de s'organiser. Les idées s'alignent, les solutions émergent, les objectifs deviennent plus clairs. Tu cesses de réagir à la vie et tu commences à la concevoir. Avec la pratique, le temps sacré devient un rituel, une cérémonie personnelle durant laquelle tu reviens à ton « pourquoi ». Tu réalignes ton énergie et tu réaffirmes ton engagement envers toi-même. Ce rituel fortifie ton monde intérieur, rendant la critique, la comparaison et le doute beaucoup moins influents. La vérité est simple, la croissance personnelle ne peut pas s'épanouir dans un emploi du temps saturé de bruit et d'obligations. Elle a besoin d'espace. Elle a besoin de protection. Elle a besoin de dévotion. Et lorsque tu t'accordes cet espace de manière constante, ta vie se transforme depuis l'intérieur. Avec cette base solidement posée, la prochaine étape consiste à apprendre comment maintenir cet élan sur la durée. C'est la discipline de la constance, le moteur du changement durable, que nous explorerons dans la partie suivante. Partie 6. La discipline de la constance. La constance est l'architecte silencieux de toute grande transformation. Elle n'est ni spectaculaire ni instantanément gratifiante. Elle est rarement accompagnée d'euphorie. Au contraire, elle se manifeste souvent dans la répétition, la simplicité et la discrétion. Pourtant, c'est précisément cette répétition déterminée qui crée l'élan nécessaire à un changement durable. Beaucoup sous-estiment la constance parce qu'elle ne génère pas de résultats immédiats, mais en réalité, elle façonne ton identité bien plus profondément que n'importe quel élan de motivation. Lorsque tu t'engages pour ta croissance, l'enthousiasme peut te porter au début. Mais cet enthousiasme finit toujours par diminuer. Les défis surgissent. Le doute apparaît. La fatigue s'installe. Les obligations augmentent. Et c'est dans ces moments que ton évolution dépend d'un choix fondamental. Continuer malgré tout. La constance est la frontière entre ceux qui souhaitent changer et ceux qui changent réellement. C'est le passage où la motivation se termine et où la discipline commence. La constance t'oblige à honorer ton « pourquoi », même lorsque les conditions ne sont pas idéales. La croissance ne survient pas parce que tout est parfait, mais parce que tu avances malgré les imperfections. C'est ce que beaucoup ont du mal à accepter et pourtant, c'est ce qui garantit le progrès. Chaque fois que tu te présentes un jour où tu n'en as pas envie, tu renforces ton identité. Tu deviens quelqu'un qui suit sa direction, et non quelqu'un guidé par ses émotions du moment. L'un des plus grands obstacles à la constance est l'attente de résultats rapides. Lorsque les progrès semblent lents ou invisibles, beaucoup pensent que leurs efforts sont inutiles. Pourtant, la croissance n'est pas toujours visible en surface. Elle s'accumule en profondeur, silencieusement, jusqu'à ce qu'un jour les résultats deviennent évidents. La constance est un investissement où les bénéfices se manifestent soudainement, mais seulement pour ceux qui n'abandonnent pas trop tôt. La constance te protège également de la comparaison. Lorsque tu es focalisé sur ton propre rythme, tu cesses de te mesurer aux autres. Tu comprends que la croissance n'est pas une compétition, mais une progression personnelle. Chaque pas compte. Chaque effort consolide ta direction. En restant fidèle à ton chemin, tu construis une stabilité que les opinions extérieures ne peuvent pas ébranler. La discipline de la constance repose sur des systèmes plus que sur la volonté. La volonté fluctue selon l'humeur, la fatigue et les circonstances. Les systèmes, en revanche, créent une structure stable. Lorsque tu mets en place des routines simples, des environnements optimisés et des habitudes cohérentes, la constance devient naturelle au lieu d'être forcée. Tu réduis la friction, tu diminues les décisions inutiles et tu facilites l'engagement. Un autre élément essentiel est la compassion envers soi-même. La progression ne sera jamais linéaire. Les obstacles sont inévitables. La discipline ne réside pas dans la perfection, mais dans le retour. Ce qui compte n'est pas le nombre de fois où tu tombes, mais la rapidité avec laquelle tu te relèves. Lorsque tu te traites avec compréhension plutôt qu'avec sévérité, tu préserves l'énergie émotionnelle nécessaire pour continuer. La constance s'épanouit dans un environnement où l'effort est reconnu, pas puni. Chaque acte de constance renforce ton identité. Tu deviens quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Quelqu'un qui tient parole. Quelqu'un qui avance même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Cette confiance intérieure est l'une des forces les plus puissantes que tu puisses développer. Elle transforme la difficulté en défi, le doute en détermination et l'incertitude en stratégie. Avec le temps,
La constance cesse d'être un effort conscient et devient un mode de vie. Elle devient une expression naturelle de qui tu es. Tes habitudes se stabilisent. Tes décisions s'alignent sur ton objectif. Tes résultats deviennent inévitables. La constance, ce n'est pas tout faire parfaitement. C'est faire les bonnes choses suffisamment souvent pour que leur impact devienne irréversible. Ce chapitre prépare le terrain pour la prochaine étape. Comprendre la persistance intérieure, cette force profonde qui te permet de continuer même lorsque le chemin devient difficile et qui te guide jusqu'à la victoire finale. C'est ce que nous allons explorer dans la partie suivante. Partie 7, maîtriser la persistance intérieure, gagner jusqu'à ce que tu gagnes. La persistance est le pont entre ce que tu es et ce que tu es capable de devenir. Là où la constance construit la base, la persistance te porte à travers les tempêtes, à travers les moments de doute, de fatigue, d'incertitude et de peur. C'est l'endurance émotionnelle qui garde ton objectif vivant lorsque les résultats se font attendre et que les obstacles paraissent insurmontables. Sans persistance, même les meilleures habitudes s'effondrent sous la pression. Avec elle, même un effort imparfait finit par triompher. La persistance intérieure est une force silencieuse. Elle n'a pas besoin de cris ni d'élan spectaculaires. Elle s'exprime dans la décision de continuer lorsque l'enthousiasme a disparu, lorsque le rythme ralentit, lorsque la vie t'éprouve. Beaucoup interprètent les obstacles comme un signe qu'ils devraient abandonner. En réalité, les obstacles sont des invitations. Ils te demandent de renforcer ta stratégie, de consolider ton engagement, d'approfondir ton « pourquoi ». La persistance transforme les revers en matériaux de construction. Pour maîtriser cette force, il faut comprendre que tout chemin significatif est irrégulier. Certaines périodes sont claires et fluides, les progrès sont visibles, l'énergie est élevée, tout semble aligné. Puis viennent les phases lentes, silencieuses, où rien ne semble avancer. Ces périodes ne sont pas des signes d'échec. Elles représentent souvent le travail interne, invisible, le réajustement profond qui prépare ton prochain bond en avant. La persistance est ce qui te permet de rester ancré pendant ces saisons de transition. Développer la persistance commence par changer ta relation à l'inconfort. La plupart des gens fuient l'inconfort parce qu'ils l'associent au danger. Pourtant, l'inconfort est fréquemment le premier indicateur que tu sors d'une version limitée de toi-même. La résistance, qu'elle soit mentale ou émotionnelle, est un signe d'expansion. Au lieu d'éviter ces sensations, apprends à les traverser. La persistance s'épanouit lorsque tu cesses d'interpréter l'inconfort comme un avertissement et que tu commences à le voir comme un signe de transformation. Une autre composante essentielle de la persistance est la régulation émotionnelle. La manière dont tu gères la frustration, la déception et le doute déterminent si tu continues ou si tu abandonnes. Ton monde émotionnel influence directement ton comportement. Si tu laisses des émotions passagères dicter tes actions, tes progrès deviendront instables. Mais si tu développes la discipline émotionnelle, respirer dans la résistance, te reconnecter à ton « pourquoi », observer sans te laisser submerger, alors tu gardes la maîtrise de ta direction. La persistance repose également sur ton identité. Lorsque tu te vois comme quelqu'un qui termine ce qu'il commence, tu agis en conséquence. Mais lorsque ton identité est fragile ou confuse, tu abandonnes au premier signe de difficulté. Renforcer ton identité consiste à te prouver, encore et encore, que tu peux traverser les défis. Chaque fois que tu poursuis un effort malgré l'adversité, tu consolides la croyance que tu es capable, déterminé et engagé. L'identité et la persistance se nourrissent l'une de l'autre. L'un des plus grands ennemis de la persistance est la comparaison. Lorsque tu compares ton rythme à celui des autres, tu crées une distorsion du temps. Tu crois être en retard, insuffisant ou trop lent. Ce type de pensée mine la persistance, car il déplace ton attention de ton évolution intérieure vers l'apparence extérieure des réussites des autres. La persistance est personnelle. Elle se développe au rythme de ton histoire, pas au rythme des autres. Pour cultiver la persistance à long terme, tu dois adopter la patience stratégique. La patience n'est pas la passivité. C'est la compréhension profonde que certaines réussites nécessitent du temps, de la répétition et de la maturité. Une graine ne germe pas le jour où tu la plantes. Un muscle ne se développe pas en un seul entraînement. Une compétence ne s'acquiert pas en une seule tentative. Et une vie ne se transforme pas avec des efforts sporadiques. La persistance honore le timing de la croissance tout en maintenant le mouvement quotidien. Enfin, la persistance atteint sa forme la plus puissante lorsqu'elle devient inévitable, lorsque tu crois profondément que ta réussite n'est pas une question de « si », mais de « quand ». Cette conviction élimine l'option d'abandonner. Tu ne te demandes plus si tu vas réussir, tu te demandes seulement à quel moment. Chaque obstacle devient temporaire.
Chaque difficulté devient un enseignement. Chaque retard devient une préparation. Tu gagnes parce que tu refuses d'arrêter avant d'avoir gagné. Ce chapitre pose le fondement émotionnel de la transformation durable. Le dernier chapitre t'aidera à intégrer tout ce que tu as reconstruit pour commencer à vivre une vie guidée par ton intention, ton identité et ta propre narration. Partie 8. Ta nouvelle vie. Vivre comme le personnage principal de ton histoire. Entrer dans une nouvelle vie n'est pas un moment ponctuel de révélation. C'est le résultat de tout ce que tu as reconstruit en toi, ton identité, ton but, ta discipline et ta persistance. Lorsque ces éléments s'unissent, quelque chose se transforme définitivement. Tu cesses de traverser la vie comme un personnage secondaire réagissant aux circonstances, et tu commences à vivre comme le personnage principal de ton histoire. Cela n'a rien à voir avec l'ego, c'est une question de responsabilité, d'intention et de leadership personnel. Vivre comme le personnage principal signifie comprendre que chacun de tes choix façonne la trajectoire de ta vie. Tu ne t'en remets plus au hasard, ni aux attentes extérieures. Tu avances avec clarté. Tu prends des décisions qui reflètent ton identité plutôt que ton passé. Tu reconnais que ton temps est limité, que ton énergie est précieuse et que ton avenir dépend de la manière dont tu investis ces deux ressources. Quand tu vis ainsi, les distractions perdent de leur pouvoir. La comparaison perd de son influence. L'approbation perd de son importance. Cette nouvelle vie commence par la conscience. Tu observes comment ton environnement influence ton état d'esprit et ton progrès. Tu réalises que certaines relations t'élèvent tandis que d'autres te réduisent. Tu comprends que ton entourage doit refléter la direction que tu choisis. Tu cesses d'accorder ton énergie à des dynamiques qui t'essoufflent. Tu choisis de t'entourer de personnes qui respectent tes limites, appuient ton évolution et t'inspirent à devenir meilleur. Avec intention, ton cercle devient un accélérateur plutôt qu'un frein. Vivre comme le personnage principal exige également une confiance solide, non pas une confiance bruyante et dépendante de l'approbation, mais une confiance calme, stable et enracinée dans la preuve. Tu crois en toi parce que tu t'es vu persévérer. Tu fais confiance à ta voix intérieure parce que tu as appris à l'écouter. Tu ne demandes plus la permission d'avancer. Tu ne doutes plus de ta légitimité. Tu incarnes naturellement ce que tu as construit. À mesure que cette identité se renforce, tu développes une relation nouvelle avec ton futur. Tes objectifs ne sont plus de lointaines possibilités. Ils deviennent des destinations que tu considères comme inévitables. Tu les visualises. Tu les préparas. Tu adaptes tes habitudes pour qu'elles s'alignent avec la version la plus élevée de toi-même. Chaque action devient une affirmation. Chaque choix devient un vote pour ton futur. La transformation cesse d'être un effort et devient une expression naturelle de qui tu es. Dans cette nouvelle vie, les obstacles ne te déstabilisent plus comme avant. Tu ne les vois plus comme des menaces, mais comme des messages. Tu ne t'effondres plus face à la difficulté, parce que tu as appris à marcher avec elle, à grandir à travers elle. La persistance est devenue une seconde nature. Tu avances non parce que c'est facile, mais parce que c'est ce que tu fais maintenant. Tu es quelqu'un qui continue. Tu es quelqu'un qui construit. Tu es quelqu'un qui gagne jusqu'à ce qu'il gagne. Vivre comme le personnage principal signifie aussi assumer pleinement ton histoire. Tu cesses de blâmer ton passé, les autres ou les circonstances. Tu reconnais l'impact qu'ils ont eu, mais tu reprends la responsabilité de décider ce que tu vas en faire. L'appropriation devient un acte de puissance. Tu décides de la suite. Tu décides de la direction. Tu décides du sens. Et alors, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ta vie commence à ressembler à la version que tu rêvais en silence. Tes journées prennent du sens. Tes actions deviennent cohérentes. Ton énergie se stabilise. Ton avenir s'éclaire. Tu n'attends plus que la vie change. Tu la changes. Tu n'espères plus être choisi. Tu te choisis. Tu n'observes plus ton histoire. Tu la racontes. Le message final est simple. Ta vie change le jour où tu arrêtes de vivre pour les autres et que tu commences enfin à vivre pour toi. À partir de maintenant, tout ce que tu construiras sera le reflet de ton intention, de ta vérité et de ta force intérieure. Tu ne te laisses plus définir par l'extérieur. Tu deviens l'auteur de ton chemin. Tu deviens le personnage principal. Et la suite de ton histoire n'attend que toi.